Je suis rentré chez moi plus tôt que d'habitude cet après-midi-là à Lyon, en France. Et au moment où j'ai franchi le seuil de ma propre maison, j'ai entendu ma sœur parler au téléphone dans le salon d'une voix si froide qu'elle m'a cloué sur place. Elle n'avait aucune idée que je me tenais là, à quelques mètres seulement, écoutant chaque mot. Ouais, j'ai coupé les câbles de frein. On se voit à ses funérailles demain. Mon sang s'est glacé. Mes jambes semblaient faibles, mais je n'ai pas émis un son. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas précipité pour la confronter. Au lieu de cela, j'ai reculé silencieusement, je me suis glissé par la même porte que celle par laquelle je venais d'entrer, et j'ai marché vers ma voiture d'un pas assuré, même si mon cœur battait si fort que je pensais qu'elle pourrait l'entendre. Mon esprit s'emballait plus vite que jamais. Elle venait d'admettre avoir saboté mes freins, prévoyant de faire passer ma mort pour un simple accident. Tout prenait soudainement sens, son insistance pour que j'utilise ce SUV spécifique, le fait qu'elle l'ait emprunté il y a quelques jours à peine, ses suggestions désinvoltes à propos de faire un long trajet en voiture bientôt. Tout cela avait fait partie du piège. Je me suis garé 2 rues plus loin, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé un service de remorquage en qui j'avais confiance. À leur arrivée, j'ai donné des instructions claires, emmené le SUV directement chez ma sœur et livré-le à la porte d'entrée. J'ai écrit une courte note, je l'ai pliée avec les clés et je l'ai remise au chauffeur. Donnez ceci à la personne qui répondra. Dites-leur que c'est un cadeau de la part de sa femme. Le chauffeur a haussé un sourcil mais a hoché la tête. Alors que le camion s'éloignait avec la voiture qui était censée mettre fin à ma vie, je suis resté sur le trottoir et j'ai attendu. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, faites-moi une énorme faveur. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire. Laissez un « j'aime » si vous êtes déjà accroché, et commentez ci-dessous en me disant depuis quelle ville vous regardez. Cela m'aide vraiment à continuer à vous apporter ces drames de la vie réelle. Maintenant, revenons à l'histoire. Grandir à Lyon signifiait que notre famille restait toujours proche du campus de la Doua où papa travaillait comme professeur et maman dirigeait un petit bureau de location pour des appartements étudiants. Tout a changé lorsque mes parents sont morts soudainement dans un accident de voiture il y a quelques années, laissant derrière eux un patrimoine solide avec la maison principale, plusieurs unités locatives générant un revenu régulier, et un fonds fiduciaire d'une valeur d'environ 750 000 € investi principalement dans des actions sûres. Papa s'était assuré que le testament me nommait, moi, Manon Dubois, comme seule administratrice parce qu'il savait que mon emploi dans la finance à la banque locale me donnait les compétences pour tout gérer sans erreur. Maman avait accepté lors de ses dernières réunions de famille, expliquant qu'elle me faisait confiance pour maintenir la stabilité pour toutes les personnes impliquées. J'ai pris ce rôle au sérieux, examinant les relevés mensuellement, payant les factures à temps et ne débloquant des fonds que pour des besoins approuvés comme des réparations ou des urgences. Chloé, ma sœur, a commencé à montrer sa frustration presque immédiatement lors de la première réunion sur la succession au bureau du notaire. Elle a croisé les bras, s'est penchée en avant et a dit « Manon, c'est ridicule. Je devrais recevoir ma part dès le départ au lieu d'attendre ton approbation à chaque fois. » J'ai expliqué que les règles venaient directement des instructions de papa pour protéger les actifs à long terme, mais elle a levé les yeux au ciel, marmonnant à quel point cela semblait contrôlant. Autour d'un café la semaine suivante, a-t-elle appelé, insistant, « Détends-toi parce que la vie est trop courte. Allez, Manon. Vire-moi juste 18 000 € pour une nouvelle cuisine. Nous méritons de belles choses après ce que maman et papa ont traversé, a-t-elle insisté tout en remuant sa boisson agressivement. Je lui ai rappelé que la fiducie limitait les retraits importants pour prévenir les risques. Pourtant, elle a raccroché, claquant le téléphone, prétendant que j'agissais comme leur patronne remplaçante. À l'époque où nous étions enfants, nous partagions tout, des secrets sur les coups de cœur à l'école aux virées nocturnes autour du campus, riant des mauvaises blagues de papa. Nous faisions équipe contre les brutes, construisions des forts dans le jardin et promettions de toujours nous soutenir quoi qu'il arrive. Ces jours semblaient indestructibles avec maman préparant des biscuits pendant que nous planifions nos avenirs juste là dans la cuisine. Les choses ont changé lentement après les funérailles lorsque Chloé a sauté les dîners de famille, prétextant le stress du travail. Bien que nous sachions toutes les deux que son emploi dans la vente payait décemment, elle a cessé d'appeler quotidiennement, et passait à des messages textes pleins de plaintes concernant l'argent et rendait rarement visite sans évoquer la succession. J'ai essayé de tendre la main une fois en conduisant chez elle avec des plats à emporter, mais elle a à peine levé les yeux de son ordinateur portable, disant « Manon, épargne-moi ça. Je sais que tu viens juste vérifier l'état du patrimoine encore une fois. » Ensuite, Chloé a épousé mon beau-frère, Thomas,
un ingénieur solide d'une entreprise voisine, lors d'une cérémonie rapide à la mairie. Elle rayonnait au début, publiant des photos partout. Mais bientôt, les appels sont devenus amers. Thomas et moi ne pouvons même pas rénover la salle de bain parce que tes règles bloquent l'argent liquide, s'est-elle plainte un soir sur haut-parleur tandis qu'il restait silencieux en arrière-plan. Thomas acquiesçait lors de leur visite, mais Chloé dominait, poussant plus fort à chaque fois. Tu vis confortablement? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir la liberté, nous aussi, a-t-elle lancé lors d'un rassemblement de vacances, agitant sa fourchette pour insister alors que les proches se déplaçaient mal à l'aise. Je suis resté calme, répétant les termes du testament. Pourtant, elle s'est levée brusquement, déclarant le système injuste avant de se précipiter vers la cuisine. Ces disputes ont fait monter la tension mois après mois avec Chloé envoyant des exigences par message tard le soir comme « Approuve le fonds de vacances maintenant où nous avons fini de parler ». J'ai tout transmis au notaire pour les dossiers, sentant le poids des attentes de papa alors qu'elle me peignait comme la méchante auprès d'amis communs. Son ressentiment devenait évident dans chaque mot tranchant et chaque étreinte évitée, transformant ce qui était autrefois un lien fraternel en bataille silencieuse constante pour l'argent. Quelques semaines plus tôt, Chloé m'avait envoyé un message à l'improviste pour me demander d'emprunter mon nouveau SUV parce que sa voiture avait besoin de réparations inattendues au garage. Manon, s'il te plaît. C'est juste pour quelques jours. Le mécanicien a annoncé 2 semaines et j'ai des réunions avec des clients partout en ville, a-t-elle écrit, ajoutant une série d'émoticônes suppliantes. J'ai accepté, déposant les clés chez elle ce soir-là, pensant que cela lui éviterait des tracas. Lorsqu'elle a rendu le SUV 3 jours plus tard, entrant dans mon allée avec un coup de klaxon rapide, la première chose que j'ai remarquée était à quel point il semblait impeccable à l'intérieur comme à l'extérieur. Chloé laissait habituellement des emballages, des tasses à café ou des sacs de courses éparpillés partout, mais cette fois les sièges brillaient, les sols étaient passés à l'aspirateur sans une tache, et même le tableau de bord était essuyé. Elle a sauté hors du véhicule, souriant largement, remettant les clés, disant « Merci beaucoup ». Il se conduisait comme un rêve. Tu devrais vraiment en faire ta voiture quotidienne au lieu de cette vieille berline. Je l'ai remerciée nonchalamment, mais ses commentaires me sont restés en tête car elle les a répétés 2 fois de plus au cours de la semaine suivante. Lors d'un déjeuner rapide, elle s'est penchée par-dessus la table, pointant mon porte-clés, insistant, sérieusement, Manon, vends la berline. Le SUV se manie tellement mieux, surtout sur les trajets sur autoroute. Puis, dans un message de groupe, elle a ajouté, tu économiserais sur l'essence aussi, change enfin. Son insistance semblait bizarre puisqu'elle ne s'était jamais souciée de mes véhicules auparavant. Ce schéma a continué de s'amplifier jusqu'à un après-midi où Chloé est passée soi-disant pour rendre une veste empruntée. Après son départ, discutant joyeusement de projets pour le week-end, je suis resté dans la cuisine, fixant le SUV garé dehors. Quelque chose dans son insistance combinée à la propreté inhabituelle me travaillait assez pour que je sorte seul dans le garage. En ouvrant la portière, je me suis accroupi, éclairant le dessous du châssis avec la lampe de mon téléphone, repérant des gouttes d'huile fraîche formant de petites flaques sur le béton, plus une légère odeur d'essence flottant dans l'air. Mon estomac s'est noué alors que je me redressais, essuyant mes mains sur mon jean, me demandant ce qui pouvait causer cela sitôt après son utilisation. J'ai saisi mon téléphone, faisant défiler les contacts pour trouver le numéro de Marcel Dupont, le mécanicien en qui notre famille avait confiance depuis des années, et je l'ai appelé juste là, dans la lumière tamisée du garage. Marcel, c'est Manon Dubois. Peux-tu passer ce soir? Quelque chose fuit sous mon SUV, et j'ai besoin d'un avis rapide, ai-je expliqué, gardant ma voix stable malgré le malaise grandissant. Marcel est arrivé dans l'heure, roulant sa caisse à outils sur le sol, levant le véhicule sans délai. Il a travaillé silencieusement, se glissant d'abord dessous avec une lampe de poche, puis a émergé, essuyant la graisse de ses mains, son visage devenant grave. Manon, les câbles de frein sont sectionnés presque net. C'est fait délibérément avec un outil tranchant pour qu'il lâche sous une forte pression, a-t-il déclaré, me montrant les dégâts de près. Il a pointé plus bas, ajoutant, plusieurs boulons de roue desserrés exprès, plus le collier du tuyau d'échappement dévissé. Ce ne sont pas des problèmes d'usure. Quelqu'un voulait que cette voiture ait un grave accident. Cette même nuit, je me suis assise seul dans le salon après le départ de Marcel, repassant ses mots sur les dommages délibérés, tandis que des pièces des dernières années commençaient à se mettre en place avec une clarté douloureuse. Chloé avait commencé à me blâmer ouvertement juste après la réunion post-funérailles à la maison, lorsque les proches posaient des questions sur les détails de la succession autour d'un café dans la salle à manger. Elle m'avait tiré à part dans le couloir, chuchotant durement, « Manon,
tu gardes tout trop serré. Papa voudrait qu'on partage tout équitablement maintenant, pas que tu décides seul. Son ton était assez tranchant pour couper à travers le bavardage matinal tranquille alors que je restais là, stupéfaite, essayant d'expliquer le processus légal calmement. Lors du barbecue familial suivant organisé dans le jardin d'un cousin, elle arrive bruyamment devant tout le monde, disant « Ma sœur se prend pour la directrice de banque qui nous garde tous sous allocation pour toujours », tout en passant des bols de salade autour de la table de pique-nique, les agitant pour insister. Le groupe a ri maladroitement, changeant rapidement de sujet, mais ces mots ont persisté, me faisant paraître avare alors que je ne faisais que suivre les directives strictes du notaire pour éviter les impôts ou les erreurs. J'ai répondu doucement à travers la table, c'est juste temporaire jusqu'à ce que la succession soit entièrement réglée. Pourtant, Chloé a souri avec mépris, levant les yeux au ciel de façon théâtrale pour que les autres le remarquent, transformant le moment en sa performance. Quelques mois plus tard, Chloé a emprunté ma veste en cuir préférée pour un dîner avec un client, la rendant le week-end suivant avec une grande tache d'encre sur la manche qui a complètement ruiné le matériau. Oups, Manon. Ça a fui dans mon sac. Désolé pour ça, a-t-elle prétendu, haussant les épaules nonchalamment autour d'un café à mon comptoir de cuisine avant d'ajouter légèrement, tu as les moyens de la remplacer avec tout ce contrôle de toute façon. Ce n'est pas grand-chose. J'ai passé l'après-midi à frotter sans me plaindre, sachant que la confrontation ne ferait qu'escalader les choses. Mais l'incident s'est répété de petites manières, comme le cordon de mon batteur de cuisine mystérieusement effiloché après sa visite pour faire de la pâtisserie, le laissant inutilisable, ou une tasse préférée ébréchée après qu'elle l'ait utilisée lors d'une dispute sur les fonds, prétendant qu'elle avait glissé de ses mains. Ces incidents se sont accumulés silencieusement jusqu'à ce que j'arrête de les ignorer, surtout maintenant avec la confirmation du mécanicien résonnant dans ma tête, rendant chaque petite offense passée connectée. J'ai saisi mon téléphone sur la table basse, faisant défiler jusqu'au contact de ma meilleure amie, Sophie Martin, appuyant sur appel tout en faisant les 100 pas lentement sur le tapis, incapable de rester assise. Sophie, je dois tout te raconter. Les freins du SUV ont été sabotés et tout pointe directement vers Chloé. J'ai commencé à déverser les détails, des gouttes d'huile aux constatations exactes de Marcel sans reprendre mon souffle, ma voix tremblant légèrement alors que la réalité s'enfonçait plus profondément. Sophie est restée silencieuse à écouter, puis a parlé prudemment une fois que j'ai fini. Manon, ça semble dangereux. Tu ne peux pas l'accuser directement. Elle niera et retournera les gens contre toi plus vite que tu ne le penses. Elle a continué fermement à pousser à la prudence. Rassemble d'abord de vraies preuves, comme des photos, des rapports ou quoi que ce soit d'indéniable pour te protéger légalement avant de dire un mot. Nous avons parlé pendant plus d'une heure, disséquant les possibilités, elle posant des questions comme « As-tu gardé d'anciens messages ou courriels montrant sa colère à propos de l'argent ?» me poussant à penser de manière pratique tout en validant à quel point je me sentais trahi. Vers la fin, Sophie a suggéré un geste audacieux qui m'a fait arrêter complètement de faire les 100 pas, envoie la voiture endommagée chez elle demain. Laisse Thomas ouvrir la porte avec une note disant que c'est un cadeau de sa femme, a-t-elle proposé, la voix calme mais insistante, ajoutant « Ça met le problème directement dans leur allée sans risquer une dispute directe. » J'ai considéré la chose, répondant « Cela la force à affronter Thomas directement sans moi au milieu. Il doit voir la vérité lui-même avant qu'elle ne la déforme. » Nous avons mis au point les détails comme la formulation exacte de la note, le moment du remorquage, et même le fait que le chauffeur enregistre la livraison avant de terminer l'appel, sentant un plan prendre forme qui me redonnait enfin un peu de contrôle. Le lendemain matin, je me suis réveillé déterminé à suivre le plan que Sophie et moi avions discuté la veille sans me laisser le temps de remettre en question une partie de celui-ci. Je me suis assise à la table de cuisine avec un café à la main, écrivant une courte note sur du papier ordinaire, la pliant soigneusement autour des clés du SUV pour que le message reste clair et direct sans place pour une mauvaise interprétation. Thomas, cette voiture est un cadeau de ta femme. Profite bien de l'explication. Les mots lus dans mon écriture soignée étaient assez courts pour frapper fort tout en laissant le vrai sens peser lourdement. J'ai appelé la même entreprise de remorquage que la veille, parlant au répartiteur calmement, donnant des instructions exactes. J'ai besoin que le SUV noir dans mon garage soit remorqué à cette adresse aujourd'hui. Assurez-vous que le chauffeur remette les clés et la note directement à l'homme qui répondra à la porte, ai-je expliqué, fournissant les détails complets de la rue de Chloé lentement pour plus de précision, ajoutant « Enregistrer la remise si possible pour mes dossiers ». Le répartiteur a confirmé l'heure pour le milieu de la matinée, notant que le chauffeur suivrait les instructions précisément, ce qui me donnait une couche supplémentaire de preuves documentées. J'ai attendu à l'intérieur,
m'occupant avec des courriels tout en regardant l'horloge, jusqu'à ce que l'heure d'arrivée estimée passe, sentant la tension monter avec chaque minute de silence de mon téléphone. Le chauffeur a finalement envoyé un court clip vidéo montrant la dépanneuse se garant devant la maison de Chloé dans la rue calme de banlieue. Thomas a ouvert la porte en vêtements décontractés de week-end, l'air confus au début alors que le chauffeur remettait l'enveloppe et les clés, expliquant nonchalamment « livraison pour cette adresse de la part du propriétaire enregistrée avec des instructions spécifiques ». Thomas a déplié la note juste là sur le porche, la lisant lentement sous la lumière du matin, son expression passant d'une légère curiosité à un choc total en quelques secondes alors que les mots s'imprégnaient. Il a levé les yeux vers le SUV, toujours chargé sur le plateau, puis de nouveau vers le papier, devenant visiblement pâle tout en serrant l'enveloppe plus fort. Il a sorti son téléphone immédiatement, composant avec des tapes rapides, faisant les 100 pas dans l'allée en cercle serré, parlant urgemment au moment où l'appel s'est connecté. « Chloé, rentre à la maison tout de suite. Il y a une dépanneuse devant avec la voiture de Manon et une note disant que ça vient de toi. » C'est quoi cette histoire? Chloé est arrivée à la maison environ 20 minutes plus tard, entrant dans l'allée assez vite pour faire crisser légèrement les pneus sur le bitume alors qu'elle sautait dehors, attrapant son sac précipitamment. Thomas ralentit. C'est quoi tout ce drame pour une livraison de voiture? Elle a commencé à agiter la main de manière dédaigneuse vers le camion, essayant d'en rire légèrement tout en s'approchant de lui rapidement. Thomas a levé la note, la poussant vers son visage. Lis ça toi-même. Ça dit, la voiture est un cadeau de ta part. Explique ça tout de suite parce que le chauffeur a mentionné un possible sabotage. Chloé a scanné le papier rapidement, son sourire forcé s'effaçant vite alors qu'elle trébuchait sur sa première réponse. C'est évidemment un malentendu. Manon surréagit à un problème mineur. Calme-toi avant que les voisins ne remarquent. Thomas a interrompu, la voix montant avec frustration. Mineur? Le chauffeur a dit que des professionnels ont trouvé des dommages délibérés au frein. Ce n'est pas normal. Chloé, dis-moi franchement ce que tu sais à ce sujet. Chloé a changé de pied, regardant nerveusement le camion. Je l'ai emprunté, bien sûr, mais je n'ai touché à rien. Peut-être que le garage a fait une erreur. Arrête de tirer des conclusions hâtives. Thomas a insisté, s'approchant, bloquant légèrement son chemin, la note pointe directement vers toi. Et maintenant, des dommages délibérés? Tu n'as aucun sens là. Chloé a élevé la voix défensivement, croisant les bras serrés. Manon a toujours été contrôlante. Elle met probablement ça en scène pour me faire mal voir. Crois-moi, pas son histoire tordue. Thomas a secoué la tête, frottant son front plus fort. Ça ne colle pas du tout, Chloé. Nous devons lui parler face à face immédiatement. 2 heures plus tard, j'ai envoyé un simple message texte à Chloé et Thomas leur demandant de venir immédiatement car une affaire urgente de la succession nécessitait une discussion en personne sans délai. J'ai gardé le message neutre exprès, ne donnant aucun indice sur la vraie raison tout en préparant le salon en plaçant mon ordinateur portable sur la table basse prêt à lire les fichiers. Thomas a répondu en premier, confirmant qu'ils arriveraient bientôt, suivi par le court message de Chloé, en route. C'est quoi l'urgence? Sans plus de questions, ils sont entrés dans mon allée ensemble, sortant de la voiture avec des expressions tendues alors que j'ouvrais la porte avant qu'ils ne frappent. Chloé est entrée en premier, forçant un air inquiet sur son visage, se précipitant pour m'étreindre brièvement. Manon, tu nous as fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien avec le patrimoine? A-t-elle demandé, la voix plus aiguë que d'habitude tout en regardant autour de la pièce nerveusement. Thomas suivait plus calmement, restant en retrait près de l'embrasure de la porte, hochant la tête pour dire bonjour, mais restant silencieux, nous observant toutes les deux attentivement. Je leur ai fait signe de s'asseoir sur le canapé, fermant la porte fermement derrière eux avant de prendre ma place en face dans le fauteuil. Asseyez-vous. Nous devons parler de quelque chose de sérieux qui ne peut plus attendre, ai-je dit, gardant mon ton égal malgré l'adrénaline qui montait en moi à l'idée d'affronter enfin cela de front. Chloé s'est perchée sur le bord, répétant rapidement, sérieusement, Manon, tu m'inquiètes. Dis-nous ce qui ne va pas tout de suite, ses mains se tordant sur ses genoux alors que Thomas s'installait à côté d'elle, l'air expectant. J'ai ouvert l'ordinateur portable, tournant l'écran vers eux, appuyant sur lecture sur les images de sécurité du garage capturées clairement cette nuit-là il y a quelques semaines. La vidéo montrait Chloé arrivant tard avec un homme que j'avais identifié comme son associé nommé Marc Leroux, tous deux accroupis sous le SUV avec des outils, travaillant délibérément sur le châssis pendant plusieurs minutes avant de partir silencieusement.
Le visage de Chloé s'est vidé de sa couleur, se penchant en avant, fixant l'écran. Où as-tu eu ça? Ce n'est pas ce que ça a l'air, a-t-elle bégayé, la voix craquant légèrement tout en agrippant la coudoir fermement. J'ai mis le clip en pause, passant à l'enregistrement audio de l'appel téléphonique entendu, le diffusant à voix haute pour que chaque mot remplisse la pièce clairement. Ouais, je me suis déjà occupé des câbles. Ça ressemblera à une usure normale, déclarait sa propre voix froidement depuis le haut-parleur, faisant bouger Thomas inconfortablement, se tournant pour la fixer directement. J'ai suivi avec le rapport imprimé de Marcel Dupont, le faisant glisser sur la table, détaillant les câbles de frein sectionnés, les boulons desserrés et le sabotage intentionnel de l'échappement, le tout documenté professionnellement. Chloé s'est levée, secouant soudainement la tête. C'est dingue, Manon. Tu déformes tout pour me faire mal voir, a-t-elle crié, pointant l'écran d'un air accusateur alors que sa respiration s'accélérait visiblement. Thomas a tendu la main vers le rapport, le scannant rapidement. Chloé, ça dit sabotage délibéré. Explique comment cette vidéo te montre toi et un type sous la voiture de Manon la nuit, a-t-il exigé, la voix basse mais tranchante pour la première fois. Chloé a fait quelques pas, les mains tremblantes avant de s'arrêter brusquement. Bon, oui, je l'ai fait. Nous étions criblés de dettes à cause des affaires immobilières qui se sont effondrées avec Marc. Plus de 280 000 € disparus du jour au lendemain, a-t-elle admis, la voix montant jusqu'au cri, les larmes commençant à couler alors que les mots sortaient en cascade. Elle s'est tournée vers moi directement. Ton assurance vie me nomme bénéficiaire. 750 000 € effacerait tout et nous donnerait un nouveau départ. Tu as l'argent de la succession. Tu n'en as pas besoin comme nous. Thomas s'est levé lentement, le visage se durcissant alors qu'il reculait vers la porte. Tu as prévu de laisser Manon mourir pour de l'argent et tu m'as traîné dans ce pétrin sans un mot, a-t-il dit, la voix brisée par l'incrédulité, secouant la tête à plusieurs reprises. Chloé s'est jetée vers lui, agrippant son bras désespérément. Thomas, attends. C'était pour nous. S'il te plaît, ne pars pas. Je peux arranger ça, a-t-elle supplié, des sanglots commençant alors qu'elle tirait plus fort. Thomas s'est dégagé fermement. Il n'y a plus de nous. Chloé, j'appelle mon avocat ce soir, a-t-il déclaré froidement, sortant, claquant la porte derrière lui alors que son camion démarrait quelques secondes plus tard. Chloé s'est effondrée sur le canapé, pleurant hystériquement. Manon, dis-lui que ce n'est pas si grave. On peut arranger ça en famille, a-t-elle imploré, tendant la main vers la mienne. Mais j'ai reculé calmement, la regardant s'effondrer complètement. Elle a fini par rassembler son sac, trébuchant vers sa voiture, sanglotant toujours, laissant la maison silencieuse pour la première fois depuis des années. Dans les semaines qui ont suivi, Thomas a agi rapidement, déposant les papiers du divorce au tribunal local, citant des différences irréconciliables accompagnées de copies du rapport initial de police pour soutenir son dossier. Il est retourné à la maison un soir calme, garant son camion chargé de cartons vides, passant devant Chloé dans le couloir sans un mot alors qu'elle demandait doucement, « Thomas, peut-on en parler calmement avant que tu ne prennes tout ?» Il a continué à emballer des chemises et des livres du placard, répondant platement, « Parler ne changera pas ce que tu as planifié. » Chloé, je déménage ce soir, avant de porter le dernier chargement au camion et de partir dans la rue qui s'assombrissait. Les problèmes d'argent de Chloé ont frappé fort presque immédiatement lorsque des lettres de la banque sont arrivées exigeant des paiements immédiats sur des prêts en retard liés aux affaires immobilières effondrées qu'elle gardait secrètes. Les appels de recouvrement sonnaient constamment avec des agents laissant des messages sur des échéances hypothécaires manquées menaçant de saisie si les soldes n'étaient pas réglés bientôt. Elle a essayé de négocier des délais par téléphone un après-midi, la voix tremblante, « J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Le marché va se redresser. » Mais le représentant l'a coupé fermement, déclarant que l'action légale suivrait son cours sans paiement, la laissant fixer la tonalité de coupure en silence. J'ai soumis la plainte formelle complète au commissariat de police de Lyon, fournissant des copies imprimées des images du garage, du rapport du mécanicien et de l'enregistrement téléphonique pour leur dossier officiel. Le lendemain matin, les détectives assignés à l'affaire m'ont appelé pour un entretien de suivi à la maison, examinant les documents sur mon ordinateur portable, posant des questions détaillées comme « Chloé avait-elle accès au véhicule pendant la période indiquée ?» Ils ont obtenu des mandats rapidement, fouillant ses appareils, découvrant des messages avec Marc planifiant les étapes exactes du sabotage correspondant parfaitement à la chronologie vidéo. Marc a été arrêté à son bureau du centre-ville pendant la pause déjeuner, les officiers lisant les charges de complot et de fraude liées au fonds des clients des mêmes projets échoués alors que ses collègues regardaient sous le choc.
Les nouvelles locales ont couvert l'histoire brièvement, mentionnant sa connexion avec Chloé, incitant son avocat à conseiller d'accepter un accord pour des charges réduites. Chloé a comparu au tribunal pour sa mise en accusation, habillée simplement, plaidant non coupable initialement, mais s'effondrant lorsque la caution a été refusée. Tout ça est une erreur. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé, a-t-elle dit au juge, la voix tremblante alors que les agents l'emmenaient. L'accusation a monté un dossier solide, présentant des témoignages d'experts sur les dommages aux freins aux côtés des textos coordonnés prouvant l'intention sur plusieurs semaines. Chloé a changé son plaidoyer à mi-chemin du court procès, admettant sa culpabilité en échange de directives de condamnation, son avocat arguant du désespoir dû à la dette. Elle a agi par panique financière, pas par malveillance, a-t-il déclaré, tandis qu'elle était assise tranquillement, évitant le contact visuel avec la galerie. Le juge a rendu le verdict, imposant 12 ans pour tentative de mise en danger d'autrui avec préméditation, ordonnant la détention immédiate alors que Chloé était menottée à nouveau, des larmes coulant sur son visage silencieusement. Un an plus tard, je me suis retrouvé à m'installer dans une routine à Lyon qui semblait plus stable que tout ce que j'avais connu avant que le chaos avec Chloé ne se déploie complètement. J'ai gardé mon emploi à la banque, passant analyste senior, examinant les portefeuilles clients quotidiennement tout en gérant le patrimoine familial avec des mesures de sécurité plus strictes comme des audits réguliers et des règles de bénéficiaires mises à jour. Les collègues ont remarqué le changement pendant les pauses déjeuner, l'un demandant « Manon, tu sembles plus détendu ces derniers temps. C'est quoi ton secret ?» me poussant à sourire, répondant simplement « J'ai enfin priorisé ma propre paix plutôt que de régler les problèmes de tout le monde. » Les week-ends se remplissaient de vrais projets au lieu d'attendre des appels qui ne venaient jamais. Alors que je retrouvais des amis pour un café ou des randonnées dans les parcs locaux, reconstruisant des liens que j'avais laissés glisser pendant les années de tension. Sophie passait souvent, apportant des plats à emporter pour des soirées cinéma sur le canapé où nous rions des drames du travail, elle disant « Tu mérites ce calme après tout ce que tu as géré comme une pro », tandis que je hochais la tête, appréciant le soutien qui n'avait jamais faibli même les jours les plus difficiles. J'ai organisé de petits rassemblements à la maison, invitant des collègues pour des barbecues sur la terrasse, partageant des histoires sur des projets de voyage ou de nouvelles recettes sans l'ombre des exigences familiales planant sur chaque conversation. Un soir, un nouvel ami du bureau a levé son verre, portant un toast à des limites plus fortes et une meilleure compagnie, faisant applaudir tout le monde alors que je sentais le poids de l'isolement se lever complètement pour la première fois depuis des années. Toutes les lettres ou messages de Chloé allaient directement à la poubelle sans être ouverts, moi bloquant les numéros et renvoyant le courrier marqué « Refusé » après que les premières tentatives aient atteint mon pas de porte. Je suis passé devant son ancien appartement une fois par accident, remarquant le panneau « À louer » devant, mais j'ai continué sans ralentir, choisissant de laisser ce chapitre fermé définitivement. Sophie a demandé lors d'une visite « As-tu eu des nouvelles de son côté ?» et j'ai secoué la tête fermement. Non, et je ne prévois pas d'en avoir. C'est le choix le plus sain que j'ai fait. Avec le recul, l'expérience m'a appris à faire confiance à ces sentiments instinctifs que quelque chose ne va pas au lieu de les écarter pour maintenir la paix. Recueillir des preuves calmement et laisser le système judiciaire gérer la justice m'a protégé de manière que la confrontation n'aurait jamais pu faire seule. L'avidité peut détruire même les liens familiaux les plus proches, transformant l'amour en ressentiment lorsque l'argent devient le centre d'intérêt plutôt que les gens. Écoutez toujours vos instincts si les relations semblent à sens unique ou contrôlantes, car ignorer les drapeaux rouges invite une plus grande douleur plus tard. Protégez-vous avec des faits et la loi lorsque c'est nécessaire car compter sur le sang seul ne suffit pas contre de vraies menaces. La vraie paix vient de l'établissement de limites fermes tôt et de s'entourer de ceux qui les respectent sans question. Merci du fond du cœur d'être resté avec moi à travers toute cette histoire. Cela signifie le monde de savoir que vous avez écouté jusqu'à la toute fin. Si quelque chose a résonné en vous ou si vous avez fait face à des défis familiaux similaires, laissez un commentaire ci-dessous partageant vos pensées ou expériences. Vos histoires aident les autres à se sentir moins seuls. Alors, continuons la conversation ensemble.